Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la collection Réflexe Europe aux éditions La Documentation Française. Alors on le voit, la pression contre le gouvernement ne faiblit pas. Pourquoi un tel tollé? Est-ce qu'il y a véritablement une régression? Une régression, non. C'est que le problème arrive au grand jour. La corruption en Roumanie est institutionnalisée depuis fort longtemps, et effectivement. Et depuis la chute de Ceausescu, on imaginait que les choses avaient quand même évolué. Non, elles n'ont pas du tout évolué jusque, disons, 2000, au début des années 2000, jusqu'à la création de la Direction nationale de lutte contre la corruption en 2002, dont aujourd'hui est à la tête Madame Codruța, qui est citée dans votre reportage. Donc c'est véritablement au début des années 2000, au moment où la Roumanie prend le chemin de l'intégration dans l'Union européenne, qu'une véritable lutte contre la corruption est entamée. Et aujourd'hui, on a vraiment affaire à une conjonction de trois événements, de trois facteurs, disons. Le premier, c'est les fruits de cette lutte anticorruption. Le parquet anticorruption a mené un certain nombre d'enquêtes, a mis au grand jour les forfaits, la fraude fiscale, surtout, dont se sont rendus coupables grand nombre de dirigeants. Le deuxième facteur, c'est évidemment la prise de conscience généralisée au sein de la société qu'il y a un ras-le-bol généralisé contre cette corruption qu'il retrouve à tous les niveaux de l'administration et contre lequel, aujourd'hui, semble-t-il, une majorité de Roumains s'insurge. Et le troisième facteur, excusez-moi, c'est qu'au cœur même du pouvoir, on a un bras de fer qui s'exerce entre le Premier ministre et le Président de la République, qui, rappelons-le, s'est rangé aux côtés des manifestants. Edith Lemel, on pouvait toutefois s'attendre à de nouvelles mœurs de la part de ce gouvernement tout juste élu. Je pense que la population, une grande partie, ne s'est pas fait vraiment beaucoup d'illusions, mais elle ne s'attendait pas, au contraire, à ce que ce gouvernement, qui est quand même issu du Parti social-démocrate, lui-même aussi venu du Parti communiste roumain d'avant 1989, pour une grande partie de ses membres, elle ne s'attendait pas vraiment à ce que ce gouvernement veuille se préserver d'entrée de jeu par deux ordonnances d'urgence votées à la va-vite le 31 janvier pour soustraire à la justice une grande partie de ses membres. Alors là, on parle de la corruption au plus haut niveau de l'État, mais la corruption, elle est aussi quotidienne, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer au logement, à la crèche, à l'école, au permis de conduire. Il faut des pots de vin un peu pour tout, pour survivre. Aux hôpitaux, à la santé. Mais justement, c'est bien évidemment cela que la société roumaine, aujourd'hui, refuse. Et elle demande justement que l'exemple soit donné par le haut et que sa classe politique se montre à la hauteur de sa prise de conscience et de son refus de devoir graisser la patte, comme on dit vulgairement, à un médecin pour pouvoir se faire soigner ou pouvoir admettre son enfant dans une école privée. Alors, est-ce que ça a aussi à voir avec le fait que la Roumanie soit encore un pays très pauvre? C'est parmi l'un des plus pauvres de l'Europe, hein. Mais bien sûr, je veux dire que cette corruption, surtout au niveau local, s'exerce auprès de populations qui ont moins en termes de niveau de vie, 53% de la moyenne européenne. Tel est le niveau de vie aujourd'hui de la Roumanie. Donc c'est un pays, disons, pauvre dans ses campagnes et qui plus est appauvri. La population est encore rurale. 50% de la population est encore rurale. N'oublions pas ce monde rural qui a été particulièrement malmené par la transition vers l'économie de marché depuis 1990, qui vit en autosuffisance relative sur un potentiel, sur des terres qui ont un énorme potentiel, mais qui sont extrêmement encore morcelées dans la plupart des régions. Alors, ce qui peut expliquer aussi ces difficultés, c'est le fait qu'une partie des cerveaux soit partie dans les années 90-2000. 10% de la population a quitté la Roumanie. Oui, la Roumanie a connu une véritable hémorragie de sa population à partir du début des années 90, aussi bien en termes des cerveaux qui sont partis au Canada, en Australie, parce qu'il y a une élite roumaine sur le plan technique qui est très bien formée, mais aussi des familles qui ont été déstructurées parce que beaucoup sont partis en Espagne ou encore en Italie dans les petits travaux saisonniers et qui, en raison de la crise, sont revenus au pays. Donc ça n'a fait également qu'aggraver parfois la situation dans les campagnes que ce retour des immigrés. Est-ce que cette hémorragie perdure aujourd'hui ?
Non, cette hémorragie ne perdure pas dans la mesure où l'intégration de la Roumanie en 2007 dans l'Union européenne a quand même déclenché un phénomène de rattrapage économique que malheureusement la crise économique mondiale à laquelle elle a donné un coup d'arrêt. Mais on constate quand même aujourd'hui en 2015, 2016, 2017 que la Roumanie a une croissance économique sur le plan macro, disons, de 3 à 4%, avec une possibilité de rattrapage qui donc donne au pays un potentiel important. Avec des secteurs comme Internet qui sont en pleine évolution. Internet, les télécommunications. On parle de la Roumanie comme la Silicon Valley de l'Est. Hein. Oui, enfin, c'est peut-être, j'allais dire, un peu exagéré, mais il est vrai que les investisseurs étrangers, à la faveur de l'intégration dans l'UE, ont effectivement se sont tournés vers la Roumanie, aussi beaucoup pour des entreprises de délocalisation, bien évidemment, mais par exemple, l'industrie automobile est un des secteurs forts de ce pays. Merci beaucoup Edith Lemel pour cette analyse sur la Roumanie. Je rappelle l'un des livres parus aux éditions de la documentation française, La construction européenne est-elle irréversible? Merci à vous. Vaste question. Merci.